Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Donc pour ma part, je m'appelle effectivement Stéphane Affilé et comme c'est indiqué sur la slide, je suis directeur de clientèle pour VFleet depuis quelques années maintenant. Et mon collègue Audran qui vous a accueilli est responsable de l'équipe des consultants Microsoft 365 et c'est lui qui va vous présenter toute la partie technique. Bien évidemment, vos micros sont coupés, donc utilisez, comme vous l'a dit Audran, la partie Q&A pour vous poser nos questions. On parle, le titre, c'est Microsoft 365 pour PME, mais bien évidemment, il s'agit avant tout du mode de commercialisation de Microsoft et que cette offre de service ou cette solution est également adaptée pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés, bien sûr, mais aussi les collectivités, les associations, les établissements scolaires. Alors, en termes de sommaire, on va vous présenter rapidement VFleet et puis mon collègue Audran va vous parler de Microsoft avec est-ce que Microsoft 365 c'est une nouvelle méthode de travail? Quels sont les enjeux? Et puis il insistera énormément sur trois piliers de la suite Microsoft 365, la collaboration, la productivité et la sécurité. Et puis nous terminerons par une conclusion. Alors, sur la partie qui sommes-nous? Alors, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas, jusqu'au 31 décembre 2023, donc c'était presque hier, nous étions plusieurs sociétés. Et puis, en ce début d'année, la marque VFleet a décidé de prendre son envol et de se décliner en 4 sociétés. Donc, du coup, pour ceux qui connaissaient OMR Dactyl, nous sommes devenus VFleet Infogérance. La structure Médis est devenue VFleet Gestion. Les structures Sirène, CTV et Spacecom sont devenues pour le métier de la téléphonie, on va dire VFleet Télécom, et pour le métier de la sûreté, tout simplement VFleet Sûreté. Le groupe VFleet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une certaine proximité par rapport à nos clients. Nous sommes répartis sur 13 sites. Je vous laisse découvrir la liste des sites juste à côté. On a la volonté d'être proche de vous. Et pour parler de nos métiers, on a 5 grands métiers: la cybersécurité, le système réseau et le cloud dans lequel est logée la compétence 365, la partie télécom, les applications de gestion et la sûreté. Et en termes d'approche, au-delà des items que vous pouvez voir, on travaille surtout en mode projet. Le sujet, c'est d'être à votre écoute pour mieux vous accompagner, pour les clients que vous êtes et que vous serez peut-être, si notamment cette présentation vous convient. Avant de donner la parole à Audran, quand on parle de practice concernant Microsoft 365, c'est surtout les bonnes pratiques. Et en termes de bonnes pratiques qu'on peut retrouver sur beaucoup de sujets, quand vous portez un projet numérique, le mieux c'est de se poser, de faire ce qu'on peut appeler un audit, une analyse. Et forcément, un projet numérique sans accompagnement humain à travers la formation et la montée en compétences des équipes, c'est un projet qui est un petit peu plus difficile à mener. Audran, je pense que le moment est venu de te passer la main. Très bien, je te laisse me redonner le contrôle. On est bon. Parfait. Eh bien, écoute, Stéphane, je te laisserai juste accueillir les nouveaux entrants en les réceptionnant. Donc, on est parti. Donc, merci Stéphane pour cette introduction qui nous mène donc tout droit vers le sujet de ce webinaire, à savoir Microsoft 365 pour les PME/collectivités et autres. On parle bien des entreprises de moins de 300 salariés. Réinventer votre façon de travailler. Alors, ce titre, vous pouvez le lire globalement de deux façons. Soit comme une injonction, réinventer votre façon de travailler, soit comme une invitation. Alors, une injonction tout d'abord, parce que, que l'on le veuille ou non, le monde avance vite, parfois très vite, et malheureusement souvent trop vite, et il dirige les investissements parfois à la hâte, sous forme de réaction et non pas de proaction. L'exemple le plus récent qu'on a tous subi, évidemment, c'est la crise du Covid-19 qui a poussé énormément d'entreprises, que ce soit des PME, des hôpitaux, des écoles, des collectivités, etc., à s'équiper du jour au lendemain de solutions de télétravail notamment. Donc cette période, elle a été finalement un test grandeur nature
de la résilience des entreprises et notamment de la résilience des employés à qui on a parfois dit du jour au lendemain, voici les nouveaux outils à utiliser à partir de maintenant et bonne chance. Pas vraiment la meilleure façon d'intégrer des outils qui sont amenés à prendre tout de même une place très importante dans le quotidien des entreprises et des employés. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le modern work. Et donc cette injonction à se réinventer, elle répond aussi aux profonds changements qui modifient nos habitudes de travail. Alors, de plus en plus d'équipes collaborent suivant ce qu'on appelle un modèle de travail hybride qui mixe, comme vous le voyez là, le présentiel, le télétravail, des espaces de coworking et du remote, donc c'est-à-dire à distance, dans le train, en avion ou éventuellement chez le client, et sans oublier ceux qui n'arrivent pas à décrocher et travaillent même sur leur lieu de vacances. Donc tous ces espaces de travail différents, eh bien, ils engendrent de nombreux enjeux stratégiques pour les entreprises. J'en ai listé un certain nombre ici. Alors voilà, ils pop un par un. On va parler de collaboration, d'engagement, de satisfaction, de rétention des talents, d'attractivité des talents, d'inclusion, d'accessibilité. Et tout ça, c'est des enjeux pour les entreprises. Et donc, ça fait beaucoup de choses à maîtriser. Et finalement, plus on remet ces réflexions à demain en se disant ça fait trop, plus on prend le risque d'être pris au dépourvu et plus on prend le risque de rater finalement sa transition numérique et sa transition vers le cloud. Alors c'est pourquoi on peut finalement lire le titre du webinaire comme une invitation à prendre cette action de votre propre gré et pas de le subir à cause des changements. Donc on ne réagit pas au changement, on l'analyse, on l'accompagne et on y répond avec les outils adaptés. En l'occurrence ici, avec Microsoft 365. Donc Microsoft 365, c'est tout d'abord une partie collaboration qui est au cœur de ce qu'on appelle le travail moderne, le modern work. Donc dans ce monde finalement où les équipes sont dispersées géographiquement, où les horaires sont flexibles, eh bien, il va être essentiel de disposer d'outils qui favorisent la communication et le partage d'informations. Donc ça, c'est exactement ce que propose Microsoft 365 avec notamment Teams et SharePoint qui permettent de créer des espaces de travail virtuels où les membres d'une équipe peuvent donc collaborer en temps réel, partager des documents, organiser des réunions et bien plus encore, on va le voir après. En termes de productivité, eh bien, on dispose avec Microsoft 365 d'un arsenal d'outils intelligents pour optimiser notre temps et nos ressources. Que ce soit pour la gestion de planning, la gestion de tâches, la création de formulaires, l'automatisation de process, etc. On a tout ce qu'il faut dans M365. Stéphane a parlé de 3 grands thèmes. En fait, il y en a 4 réellement, mais le troisième, il est un peu transverse, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, c'est devenu un enjeu majeur, surtout dans un contexte où le travail à distance, finalement, est devenu la norme. Donc M365, ça nous permet d'accéder à nos données, à nos applications, eh bien, depuis n'importe où, n'importe quand, et à partir de n'importe quel appareil. Que vous soyez au bureau, en déplacement ou chez vous, eh bien, vous pouvez rester connecté et efficace avec les outils Microsoft. Et puis, on ne peut pas parler de tout ça sans parler d'un des enjeux majeurs du moment, c'est la sécurité. Donc, dans ce monde numérique où les menaces sont omniprésentes, eh bien, M365 propose des solutions qui sont très robustes pour protéger vos données et vos identités, notamment avec ce qu'on appelle le MFA, donc l'authentification multifacteur, avec la gestion des accès, avec notamment l'antivirus Defender, qui sont autant d'outils pour vous permettre de renforcer la sécurité de votre entreprise. On fait un point très rapide sur les licences. Donc ces 4 briques essentielles de Microsoft 365, vous allez les retrouver dans les différentes licences qui sont proposées à des degrés plus ou moins avancés. Alors on ne va pas s'étendre sur le détail de chaque licence, mais globalement, évidemment, plus vous montez en gamme, plus la proposition est complète, notamment sur la brique sécurité. Hop, je vais prendre mon petit pointeur, voilà cette brique-là. Donc sur la première licence basique, je n'ai pas précisé le pack Office, donc Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Tous ces outils sont bien présents, mais uniquement en mode web, c'est-à-dire accessible depuis votre navigateur Internet. Donc vous n'avez pas les logiciels qui sont installés en dur sur le PC.
Donc, c'est un fonctionnement qui est différent. Et il faut savoir que les applications web ne proposent pas toutes les fonctionnalités que proposent les versions de bureau. Donc, c'est pour ça que le choix, il se fait souvent entre les versions standard et premium, puisque la principale différence entre les deux va se jouer sur la brique sécurité, justement. Donc, ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas de sécurité dans la version standard, bien au contraire. C'est juste que la version premium, elle va aller plus loin dans les options qu'elle vous propose, dans la protection contre les cyberattaques, contre les rançongiciels, contre le hameçonnage, contre la gestion des pièces jointes dans les mails, qui vous offre des accès conditionnels aussi. Et elle vous propose aussi un outil de gestion des appareils, une gestion de flotte qui s'appelle Intune, que ce soit pour gérer les PC, des smartphones, des tablettes, sous n'importe quel OS, Android, Windows ou iOS. La question qui se pose à ce moment-là, pour beaucoup de dirigeants, c'est le fameux ROI. Effectivement, vous le voyez ici, on a mis les prix publics. Ça a un coût non négligeable d'investir dans Microsoft 365, entre 5 et 20 euros par mois suivant les prix publics, et par utilisateur. Donc, il est légitime de se poser la question de la rentabilité de cet investissement quand on a beaucoup de salariés notamment. Et cette question, finalement, en vous présentant les grands thèmes de Microsoft 5, on va y répondre avec les apports de ces outils-là. Stéphane, tu voulais préciser quelque chose? Ouais, je voulais effectivement préciser, attention à ces prix dans le sens où il vous est fortement conseillé d'ajouter des services complémentaires comme la sauvegarde des données, un anti-spam, pourquoi pas une signature automatique dans vos mails, de façon à professionnaliser forcément la communication envers les tiers. Donc attention, la sauvegarde, c'est vraiment un sujet important par rapport aux données Microsoft. Effectivement, merci Stéphane. Et puis, on a toute une équipe chez nous, des experts, et puis notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner là-dessus sur ces offres-là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier grand thème qui est la partie collaboration. Donc, quand on parle d'humain finalement dans l'entreprise, on parle bien évidemment d'échanges, de discussions, de transmission, de réunions et donc de collaboration. L'humain étant une espèce a priori sociable, elle a besoin d'interaction, elle a besoin de partage. Et le partage, c'est bien le maître mot de cette partie collaboration, parce qu'il est au cœur des trois principaux outils de cette partie, à savoir Teams, SharePoint et OneDrive. Alors, c'est des applications dont vous avez certainement déjà entendu au moins le nom, si ce n'est utilisé. Et finalement, avec ces trois outils, vous allez pouvoir créer et partager du contenu, que ce soit en interne de votre organisation ou en externe. Se pose donc souvent la question, OK, mais alors, c'est quoi la différence entre Teams, SharePoint et OneDrive? Je me mélange un peu les pinceaux, on peut mettre des documents un peu partout, on peut se partager des choses un peu avec les trois. C'est quoi la différence? Et bien justement, la différence principale, c'est finalement ce qui les relie, c'est le partage. Et figurez-vous que la réponse, c'est un peu comme le port-salut, c'est écrit dessus. OneDrive, ça veut littéralement dire un disque dur. Et donc, comme le disque dur de votre PC, c'est un espace de stockage pour y placer tous vos documents. Word, Excel, PowerPoint, des images, des vidéos, des ressources, des PDF, ce que vous voulez. Et je dis bien vos documents, parce que OneDrive, c'est un espace de stockage personnel. D'accord? C'est votre petit cloud privé à vous. Vous pouvez effectivement partager des fichiers qui y sont stockés, mais il n'a pas vocation à héberger des documents d'équipe ou d'entreprise. Donc, c'est une seule personne. Ensuite, on a Teams. A priori, vous êtes bilingue, et donc ici, on parle bien d'équipe. Et une équipe, même si parfois nos dirigeants ont ce discours, ce n'est pas toute l'entreprise, hein. On parle ici d'équipes restreintes de quelques personnes, organisées en général par service, par pôle dans l'entreprise ou éventuellement par projet. Donc, comme OneDrive, on va pouvoir y stocker et partager des documents, mais justement au sein d'équipes établies auxquelles on rajoute une dimension d'échange et de conversation en temps réel et d'organisation de réunions. Et puis vient notre troisième larron, SharePoint, qui, comme son nom l'indique, a pour vocation le share, et donc le partage, et le point, c'est-à-dire l'espace ou la zone de partage.
Alors, dit comme ça ressemble beaucoup à OneDrive, mais le maître mot ici, c'est donc pas One, c'est Share, et donc le partage à l'échelle de toute l'entreprise. SharePoint, c'est notamment votre serveur de fichiers que vous aviez jusque-là en local, qui bascule dans le cloud, mais bien plus encore, et on va le voir un peu après. Donc là, avec ces 3 outils, on a bien 3 niveaux de collaboration. On a le niveau personnel, on a le niveau équipe et on a le niveau entreprise. On va repartir directement sur SharePoint, puisque finalement la majorité des entreprises ont eu l'habitude de fonctionner avec un serveur de fichiers en local, répliqué d'une façon ou d'une autre pour la sauvegarde, 1 ou 2 fois, et pour lequel il fallait gérer tout un tas de choses que je vous ai listées ici, éventuellement l'achat de matériel si vous gérez votre infra, la maintenance, la mise à jour logicielle, gérer les accès, gérer la sécurité, avoir les compétences en interne, et finalement pour des entreprises de type PME, qui n'ont pas toujours les ressources en interne, maîtriser tout ça, eh bien, ça peut être coûteux et complexe. C'est pour ça que nombre d'entre elles font appel à des partenaires spécialisés, notamment en infogérance, comme Vfleet. Donc finalement, avec l'arrivée du ce qu'on appelle le Flex Office, il a fallu rendre accessible ce serveur de fichiers à distance, d'où la mise en place d'outils parfois lourds avec des VPN par exemple. Eh bien, SharePoint, c'est tout simplement l'outil qui va vous permettre de simplifier tout ou partie de cette infrastructure en basculant votre serveur de fichiers dans le cloud. Alors, je sais, mettre toutes ces données dans le cloud, c'est un grand pas pour les entreprises et ça doit être réfléchi comme une stratégie. Donc, on va revenir un peu plus loin dans ce webinaire sur la partie sécurité, mais pour les entreprises qui ont, on va dire, peur du cloud, que vos données finalement soient en local ou en ligne, à partir du moment où elles sont accessibles par Internet, eh ben, la menace de cyberattaque, elle existera toujours. Donc la question à se poser, c'est de savoir si je peux avoir confiance dans une entreprise, ici Microsoft, dont la source principale finalement de revenus, c'est justement de fournir un espace cloud le plus sécurisé et disponible au monde, avec des équipes d'experts à faire pâlir des grands groupes et des redondances de serveurs partout dans le monde, et notamment en France. Donc la grande force de SharePoint, parmi toutes les applications Microsoft 365, c'est justement le niveau de maîtrise, et ce qu'on appelle le niveau de granularité que vous pouvez avoir dans le contrôle des accès à vos données. Donc c'est vous qui définissez qui peut créer, qui peut voir, modifier ou supprimer chaque document de vos bibliothèques. Vous avez dans la liste que je vous ai mis ici de ce que propose SharePoint, notamment une partie versionning. Donc vous pouvez gérer l'historique des versions de chaque fichier et vous pouvez récupérer ou restaurer des anciennes versions de fichiers qui auraient été malheureusement modifiées de la mauvaise façon ou même supprimées. Vous pouvez aussi créer des profils d'utilisateurs pour contrôler très précisément finalement qui peut faire quoi, où et comment. Donc, outre le stockage de vos données d'entreprise dans ce qu'on appelle des bibliothèques SharePoint, SharePoint, c'est aussi la possibilité de créer votre propre portail intranet. Donc, c'est un peu comme un site web. Chaque équipe projet, chaque service, chaque division peut avoir son propre espace de travail. Vous partagez des fichiers, donc, mais aussi des données, des actualités. Vous collaborez en temps réel. Donc, c'est un peu, comme je l'ai dit, un site web interne dans lequel vous allez aussi partager les informations importantes liées aux activités de l'entreprise. Ça peut être les projets internes, ça peut être le changement de service, les initiatives de l'entreprise, les réussites, les after-work, peu importe, tout ce qui est communication d'entreprise, vous pouvez le mettre sur un espèce de site web interne. Et tout ça, c'est centralisé en un seul point, le SharePoint, comme disent certains, on va plutôt dire SharePoint ici. Donc, vous avez accès à tout ça. Donc, l'hébergement des fichiers sur SharePoint et l'accès à ceux-ci par vos collaborateurs, ça permet aussi ce qu'on appelle la co-création et la coédition de documents. Vous pourrez donc éditer en même temps le même fichier, ajouter des commentaires, suivre des modifications et bien sûr garder une trace de l'historique comme on l'a dit. Donc fini d'envoyer des versions par email, ni de jongler avec des copies en local. Là, je vous ai mis un petit exemple, je vais prendre mon pointeur, de site SharePoint qui regroupe pas mal de choses dont on a cité. Donc une partie ici news pour communiquer sur les infos de l'entreprise, pour se tenir informé.
Une partie accès rapide, ça peut être à des rapports, ça peut être à des documents, ça peut être à des sites, à des liens, à des applications métiers en rapport avec cette équipe, justement. Vous avez accès à une partie activité, c'est-à-dire éventuellement les derniers documents qui ont été modifiés au sein de cette équipe. La bibliothèque de fichiers, donc là, on a tous les fichiers qui sont partagés dans cette équipe, ou éventuellement au niveau de l'entreprise, si c'est un site de communication de l'entreprise. Et puis ici, vous avez les autres sites, éventuellement les autres sites d'équipe de l'entreprise auxquels vous pouvez donner un lien d'accès rapide. Donc SharePoint, c'est vraiment l'outil idéal, mais à l'échelle de l'entreprise. On redescend d'un cran, on passe de l'entreprise aux équipes et donc à Teams. Certainement l'application la plus connue de Microsoft 365. Il y a des millions, je crois plus de 400 millions d'utilisateurs. Donc elle est vraiment très connue. Après, bien sûr, le sempiternel pack Office, Word, Excel, PowerPoint. Mais Teams, donc, c'est le hub de collaboration. C'est là que vous rassemblez donc tous vos contacts, vos contenus et vos outils essentiels. Teams, c'est potentiellement l'application où vous pourriez passer le plus de temps dans l'environnement Microsoft 365, puisqu'elle permet d'accéder à toutes les autres. Teams, c'est donc de la collaboration qui est structurée autour de 3 grands sujets. Le premier de ces sujets, ce sont les conversations. Vous allez pouvoir, via la messagerie instantanée, discuter, que ce soit en one-to-one, donc à une personne, ou à un groupe de personnes, éventuellement une équipe. Donc, quand vous avez besoin d'échanger avec un collègue ou un service, le réflexe actuel en entreprise, c'est soit de passer un coup de fil, soit d'envoyer un mail avec plein de destinataires. Donc ça, c'est fini avec Teams. Désormais, je contacte là où les personnes concernées directement via Teams. Je pense que vous n'imaginez pas le nombre de mails qui pourraient être évités et qui pourraient être une simple discussion Teams. Alors évidemment, pour des échanges, on va dire, formels, en interne ou en externe, la messagerie Outlook sera toujours, on va dire, opportune, mais pour les habitudes du quotidien, pour un échange et un retour rapide, il faut privilégier Teams. Dans cette partie conversation, on a ensuite les appels en direct. Donc, dans la même idée, c'est un échange rapide à la voix. Je veux converser avec toi, donc soit je t'envoie un message rapide, soit je t'appelle directement via Teams, éventuellement en visio, donc avec la vidéo, ou alors via la téléphonie dans Teams, qui est possible via des licences spécifiques qui sont non incluses dans Microsoft 365. Donc, on va différencier quand même cette partie conversation de la partie vidéoconférence, qui correspond plutôt à du travail en équipe ou à de la présentation via des réunions d'équipe ou des webinars comme on est en train de le faire en ce moment. Donc, à l'inverse d'un simple call Teams, les visios, elles sont plus généralement anticipées, elles sont intégrées dans votre calendrier, soit votre calendrier Teams, soit votre calendrier Outlook, et vous pouvez donc organiser ces réunions directement dans Teams ou directement dans Outlook, par exemple pour faire suite à un mail. Vous avez un échange de mails et vous allez avoir une fonction répondre avec une réunion qui vous permet dans Outlook directement de créer une réunion dans Teams. Et puis le dernier point de Teams, c'est l'âme finalement de Teams, c'est ce qui lui donne son nom, c'est la gestion de projet en équipe. Teams vous offre la possibilité de créer des équipes dédiées, que ce soit par service, par pôle, par division et évidemment par équipe projet ou même parfois par équipe client. Donc le principe même des équipes, c'est d'avoir un espace restreint d'échange dans lequel vous allez retrouver la partie conversation, mais aussi une partie partage de documents, gestion de planning éventuellement, ou encore gestion de tâches. Et tout ça, vous pouvez le personnaliser. Je dis un espace restreint parce qu'une équipe Teams, ce n'est pas censé accueillir des centaines de personnes ou 50 ou 60 ou 10. C'est en général une dizaine, vingtaine, grand max de personnes. C'est vraiment des équipes projet. Donc Teams, c'est vraiment le compagnon parfois de collaboration au quotidien. Je vous ai mis ici un exemple d'équipe Teams. Je reprends mon pointeur dans lequel on va retrouver de nombreux éléments. Donc là, on est dans une équipe Teams. Il y a la partie conversation juste ici. Et puis en haut, il y a tout un tas d'onglets personnalisables par équipe où vous allez retrouver donc, la partie conversation dans laquelle on est, la partie files, donc la partie documents, donc la bibliothèque de cette équipe. Donc
uniquement les personnes qui sont dans cette équipe ont accès à ces documents. Ici, ils ont ajouté une partie OneNote, donc un bloc-notes d'équipe. Typiquement, quand vous organisez des réunions dans cette équipe-là, plutôt que chacun prenne les notes de son côté, et bien là, vous avez des notes qui sont partagées à l'ensemble de l'équipe. Et ça veut dire que réunion après réunion, et bien vous pouvez ajouter les notes au même sujet à la suite. Eux, ils ont ajouté en plus hors SharePoint, donc c'est le site SharePoint associé à cette équipe-là. Un gestionnaire de tâches, donc Planner, on va en reparler après, qui permet d'attribuer et de suivre l'avancement du projet. Une petite présentation PowerPoint, et puis ici, ils ont ajouté des rapports Power BI. Donc systématiquement, dans les équipes Teams, il y a des outils présents de base que vous pouvez agrémenter de nouveaux onglets suivant les besoins spécifiques de chaque équipe ou de chaque projet. Je vous rajoute ici en exemple mon menu Teams pour visualiser quand je vous dis que Teams donne accès à tout. Écoutez, j'utilise moi beaucoup Teams, mais j'utilise aussi OneDrive, OneNote, Copilot, etc., éventuellement Email. Donc moi, dans mon menu, j'ai un peu personnalisé et vous voyez que dans, hop, je vais remettre mon pointeur, dans cette partie-là, j'ai la même chose appropriée que vous et potentiellement, j'ai des petites choses en plus. Accès à mon OneDrive, accès à Copilot, accès à mes mails, accès à OneNote et accès à Excel. Donc tout ça, je l'ai rajouté parce que ça me permet de rester dans le même environnement, dans le même écran, puisqu'il est personnalisable. Donc ça, c'était la partie équipe et la partie Teams. On redescend encore d'un cran. La dernière brique du stockage et du partage, mais qui finalement est la première, puisque c'est le premier niveau, c'est OneDrive. Alors, je vous l'ai dit, OneDrive, je réinsiste, c'est un espace personnel. D'accord? C'est l'endroit où vous allez sauvegarder, stocker vos documents de travail personnels. Donc, qu'est-ce qu'on entend par document personnel? Ça peut être des documents administratifs qui vous concernent, éventuellement, je sais pas, des contrats, des avenants, des fiches de salaire, etc. Ça peut être du contenu pour créer vos documents au quotidien, des logos, des images, des PDF, des supports, peu importe. Mais surtout, ça peut être des documents sur lesquels vous devez travailler seul avant de les soumettre à votre équipe ou avant de les publier pour l'entreprise. Donc, petit scénario ici. Je dois travailler sur un plan de formation d'une application Microsoft 365. Je suis le seul à travailler dessus. Donc, je vais créer le document en local sur mon ordinateur. Je vais faire les premières ébauches. Au moment de la sauvegarde, eh bien, je vais l'enregistrer sur mon OneDrive. Le temps de son développement, c'est-à-dire que je vais continuer de le modifier. Il va s'enregistrer automatiquement sur OneDrive. Et une fois que le document est suffisamment avancé, et que j'ai besoin de le retravailler avec une équipe, par exemple, eh bien, je vais pouvoir le partager ou le diffuser. Donc, soit dans Teams, s'il s'agit d'un document qui correspond à une équipe dédiée, par exemple pour moi, l'équipe formation. Ainsi, finalement, les autres membres de l'équipe vont pouvoir le modifier, faire de la coédition, me donner leurs avis, le commenter, etc. Et une fois qu'il est validé, une fois qu'il est en version finale, alors je vais pouvoir le diffuser sur l'environnement, on va dire, de l'entreprise, c'est le SharePoint. S'il n'a pas vocation à être diffusé à toute l'entreprise, c'est juste un document d'équipe, je le laisse dans mon Teams, dans ma partie OneDrive. Donc à ce moment-là, je peux choisir justement de rendre ce document uniquement accessible en consultation ou éventuellement en modification s'il doit encore être travaillé. Donc la règle principale, est certainement l'une des habitudes finalement les plus ancrées contre laquelle il va vous falloir lutter, c'est d'arrêter de faire ce qu'il y a sur cette image. C'est d'arrêter de partager des documents en pièces jointes de mail. Alors je sais, c'est le réflexe de tout le monde. Je veux partager un fichier, j'écris un mail, je sélectionne les destinataires, internes ou externes, je mets mon fichier en pièces jointes, je l'envoie et je suis content. Et bien ça, on va arrêter de le faire. En misant sur des outils basés sur le cloud, il faut utiliser les fonctionnalités et la puissance du cloud. On ne partage plus le fichier en lui-même, on partage le lien d'accès vers ce fichier. Qu'il soit stocké sur OneDrive, dans Teams ou sur SharePoint, peu importe. Donc quand vous partagez via Outlook, vous arrêtez de cliquer sur le lien qui est tout en haut,
vous cliquez sur OneDrive ou sur charger et partager. Charger et partager, ça veut dire que le document il est en local, qui va le charger sur votre espace OneDrive et qui va le partager le lien. Alors pourquoi je vous dis d'arrêter ça? Eh bien pour tout un tas de raisons tout à fait légitimes dont on va parler. La première problématique, c'est une problématique de versionning. Lorsque vous envoyez un document en pièce jointe à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il le récupère, il le modifie et il le renvoie. Donc déjà, on a deux versions du document. La version d'origine, qui est sur votre PC, et la version qui a été modifiée. Vous rajoutez à ça, plus il y a de destinataires, plus il y a de versions de documents. Quand vous partagez un lien vers le document, toute personne qui a accès au lien peut modifier le même document. Donc on n'a plus cette problématique de versionning. La deuxième problématique, c'est une problématique de stockage. Les pièces jointes, ça prend de la place dans les boîtes mail de l'expéditeur, du destinataire, et ça peut rapidement remplir l'espace de stockage, surtout si les pièces jointes sont volumineuses. En partageant un simple lien d'accès, il n'y a aucun problème d'espace de stockage. C'est stocké sur OneDrive, sur Teams ou sur SharePoint, où l'espace est largement plus grand que sur Exchange et donc Outlook. Une des problématiques les plus problématiques, justement, c'est les droits sur le document. Quand vous partagez un document en pièce jointe, finalement, vous perdez ce document parce que vous l'offrez à la personne à qui vous l'envoyez. Alors, si ça reste dans l'organisation, on se dit OK, mais dès qu'on partage des documents en externe, finalement, on le perd, ce document. On le donne à la personne qui le reçoit et après, elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle a accès, elle peut le modifier, elle peut se l'approprier, elle peut le diffuser comme elle le souhaite. Alors qu'en diffusant un simple lien, vous choisissez d'une part s'il est accessible uniquement en consultation ou en édition, et vous pouvez même bloquer le téléchargement du document. L'autre point, c'est la taille de fichier. La plupart des services de messagerie limitent la taille des pièces jointes. Je pense que vous avez tous été confrontés au moins une fois à ce problème-là. Vous mettez votre pièce jointe, on vous dit qu'elle est trop grosse, alors vous cherchez des outils pour la compresser. Bon, avec le partage d'un lien, on n'a plus cette problématique-là. L'autre point, c'est une partie de sécurité, évidemment. Les pièces jointes, c'est le meilleur moyen de diffuser des virus et des malwares. Et donc, en partageant un lien, on n'a plus cette problématique de pièces jointes. J'espère que c'est le cas de toutes vos entreprises, mais j'espère que vous avez une démarche, on va dire RSE. Forcément, l'envoi d'un mail avec une pièce jointe qui fait 10, 15, 20 mégas, c'est 10 à 20 fois supérieur en termes de consommation de CO2 qu'un simple mail avec un lien. Donc, l'impact environnemental, il n'est pas négligeable. Donc, envoyer un lien, c'est quand même mieux pour l'environnement. Petit problème de compatibilité aussi, tous les destinataires peuvent ne pas avoir le logiciel nécessaire pour ouvrir la pièce jointe. Et en fait, en lui partageant un lien, en cliquant dessus, ça va lui ouvrir ça avec le bon logiciel dans son navigateur. Donc, même s'il n'a pas de licence M365, potentiellement, il va pouvoir l'ouvrir. Et puis le dernier point, je m'arrêterai là sur les problématiques, c'est les problématiques de livraison. Donc il y a parfois des systèmes de messagerie qui peuvent bloquer littéralement les mails qui contiennent des pièces jointes pour des raisons de sécurité, notamment dans les environnements de santé ou dans les environnements de sécurité type militaire, ça peut être une problématique. Donc voilà, tout ça, ce sont des bonnes raisons d'arrêter de partager des mails en pièces jointes. Quand vous partagez des mails en pièces jointes, je vous ai mis un exemple ici de boîte dialogue que vous avez. Vous pouvez donc, hop, je reprends mon pointeur, vous pouvez donc choisir à qui vous le partagez, donc soit à tout le monde, mais en général, on met plutôt les noms des personnes à qui on souhaite le partager. Et ensuite, vous voyez, on peut choisir soit de la consultation, en cliquant dessus, il vous proposera modification. Moi, si je veux juste l'envoyer à quelqu'un pour qu'il le lise et qu'il le valide, je laisse consultation. Je peux éventuellement lui mettre une date d'échéance d'accès à ce document. Je peux lui mettre un mot de passe et lui envoyer le mot de passe dans un mail à côté pour plus de sécurité. Et je peux même bloquer le fait que mon destinataire puisse télécharger le document. Je veux juste que tu le lises, je ne veux pas que tu le récupères, je ne veux pas que tu le modifies. Donc voilà, outre le stockage et le partage, OneDrive, c'est aussi votre sauvegarde principale. En synchronisant finalement tous vos documents sur OneDrive et non pas en local sur votre disque dur, vous vous assurez de récupérer et d'accéder à vos documents, peu importe ce qu'il arrive à votre matériel. Vous vous faites voler votre ordinateur, vous le perdez, vous le cassez ou simplement vous changez de PC, et bien très rapidement, en vous connectant à votre environnement M365, vous avez accès de nouveau à tous vos documents. Alors je vous rassure, quand vos documents ils sont stockés sur OneDrive, vous pouvez les rendre accessibles hors connexion
sur votre PC. À ce moment-là, quand vous modifiez un document qui est sur votre PC et que vous n'êtes pas connecté à Internet, dès que vous allez retrouver une connexion, il va se resynchroniser avec OneDrive et il va se sauvegarder et remplacer le fichier initial. Et donc, vous ne perdez rien avec cet outil-là. Donc voilà, on a vu les 3 niveaux, OneDrive, Teams et SharePoint. Donc ça, c'est tout ce qui correspond, on va dire, à la collaboration dans l'environnement M365. On va pouvoir passer au deuxième grand thème, qui est la partie productivité. Alors, a priori, à moins d'avoir été coupé d'Internet ces quelques années, ou même je dirais même ces quelques derniers mois, ou d'avoir peur, je ne sais pas, de Skynet, vous n'avez pas pu passer à côté de la vague IA, intelligence artificielle, qui finalement est très rapidement devenue un véritable tsunami, puisque en l'espace de quelques mois seulement, l'IA a connu une démocratisation fulgurante et elle est désormais accessible tant dans la vie quotidienne que dans le monde professionnel. Donc l'explosion, elle a eu lieu avec la mise en ligne notamment de ChatGPT. Vous avez tous entendu a priori parler de ChatGPT, de la société OpenAI, et finalement en un éclair, l'IA, elle est devenue une technologie incontournable qui offre notamment des opportunités pour améliorer l'efficacité, la productivité et la création de contenu. Donc vous l'imaginez bien, de par sa position, Microsoft s'est bien entendu positionné sur le sujet et notamment à travers cette société OpenAI que l'on vient de citer, puisque Microsoft en détient presque 50%, un tout petit peu moins, donc elle ne peut pas faire ce qu'il veut avec, mais ça lui permet d'utiliser la puissance de ChatGPT mêlée à celle de la suite Microsoft 365 pour proposer ce nouvel outil que vous avez là en logo, qui s'appelle Microsoft Copilot. Donc Copilot, il est disponible depuis quelques mois déjà via votre navigateur Internet. Donc, je vais basculer sur mon navigateur. Donc là, normalement, vous voyez mon navigateur. On est bien sûr dans Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft, que je vous invite à utiliser à la place de Chrome et Firefox, principalement de par son intégration justement dans l'environnement Microsoft 365. Donc, en fait, vous vous loguez avec votre compte Microsoft dans Edge et vous allez retrouver tout votre environnement. Donc là, normalement, donc si je pars sur une simple page web, en haut à droite de votre écran, vous avez un nouveau logo, si vous avez mis à jour Edge, qui apparaît et qui est le logo de Copilot. Donc si je clique dessus, vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche et qui vous permet de discuter et d'interagir avec votre assistant IA. Donc si vous avez déjà utilisé ChatGPT, eh bien c'est un peu le même principe puisqu'il est basé dessus, mais en plus de ChatGPT, il mixe ça avec le moteur de recherche Bing pour compléter son niveau de réponse. Donc là, on a cette boîte de dialogue. Ce que je vais faire, c'est que là, il y a un petit bouton pour le mettre dans un lien, dans une page dédiée. Hop, voilà, il se charge en pleine page. Et donc, ce que je vais faire, on va faire rapidement une démo. Donc là, je me suis chargé, vous voyez là, je suis dans Edge et j'ai quand même accès à mes notes OneNote. Donc là, je me suis écrit un petit prompt. Hop. Donc prompt, c'est peut-être un mot aussi que vous avez entendu parler. C'est simplement en français un message guide. En gros, c'est guider l'IA pour lui dire ce qu'on veut. Donc là, je me suis collé un petit prompt. Je le mets ici. Le style de conversation, je vais laisser équilibré. Je veux qu'il me réponde de cette façon-là. Donc là, je lui écris: tu es consultant formateur spécialisé sur la suite Microsoft 365. Dans le cadre de ton travail, tu dois organiser un webinaire de présentation de la solution qui va durer 50 minutes pour un public de PME. Rédige-moi un plan de présentation axé autour des grands thèmes de la suite Microsoft 365. Voilà, je ne vais pas être plus précis que ça. Je lui envoie la requête. Il va me réfléchir ça. Et voilà, vous voyez, ça n'a pas été très long. Il me propose un plan. On va regarder ce qu'il nous dit. Donc là, il me propose une autre façon éventuellement de présenter le webinar qui s'axe. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a fait comme choix, évidemment, puisque là, il s'est trop axé sur des applications. C'est pas très grave, puisque le but justement des prompts et de la discussion avec une IA, c'est de la personnaliser et de creuser.
je peux lui dire je ne suis pas satisfait, refais ce plan autour des thèmes de Microsoft 365. Hop, allez, je lui renvoie ça. Vous voyez, il est très poli, il s'excuse. J'en demandais pas moins. Et donc, il va retravailler ça. Ah, ça me va mieux déjà. Là, il commence à me parler de collaboration, il me parle de Teams, il me parle de SharePoint. Voilà, donc tout ça, effectivement, il me parle des principaux outils, ce qui est assez intéressant puisque c'est ce dont on parle le plus. Mais là, il est encore trop axé outils, donc je pourrais lui dire de retravailler le truc. Je vais arrêter sa réponse. Et ce que je vais lui demander, hop, ensuite, je vais lui demander, merci, il faut toujours être gentil avec les IA parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir dans les dizaines d'années à venir. Propose-moi désormais 10 titres impactants pour ce webinaire, ainsi qu'un texte de 5 lignes présentant le contexte global lié aux environnements. Ah, petite connexion, il repart. Bien sûr, voici 10 titres impactants. Voilà, il va me reproposer des titres. Et voilà, très rapidement, il va m'aider éventuellement à trouver des idées. Donc là, typiquement, encore une fois, pour moi, il n'a pas très bien compris. Il est plutôt orienté application plutôt que thème de Microsoft 365. Et donc, je vais pouvoir creuser le prompt derrière ça. Hop, je lui arrête ceci. Et donc, vous pouvez choisir ici. On a continué. Donc ça, c'est un exemple rapide de l'aide que peut vous apporter Copilot dans votre environnement de travail. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que plus vous continuez l'interaction, donc plus il va être précis et prendre en compte vos échanges précédents. Je précise que l'IA, elle n'est pas déterministe. C'est-à-dire que là, si je lui repose la même question, il ne va pas me répondre la même chose. Si vous lui posez la même question, il ne répondra pas forcément la même chose non plus. Donc, vous pouvez lui reproposer, repréciser des mots dans le prompt, etc. Donc ça, c'est la fonctionnalité la plus connue et celle qui est gratuite. Mais le plus intéressant pour nous, c'est son intrication, on va dire, dans les outils et applications Microsoft 365. Mais pour ça, il faudra souscrire à une licence spécifique qui s'appelle donc Copilot pour Microsoft 365. Qui coûte un certain prix, on est d'accord, mais qui fait finalement l'unanimité dans les retours. Pour l'utiliser depuis quelques semaines maintenant, effectivement, au quotidien, ça va devenir compliqué de plus s'en servir. Donc, ce qui se passe actuellement en entreprise, c'est souvent le positionnement de ces licences sur des postes spécifiques, éventuellement des postes de responsable, de développement, de marketing, de communication, des gens qui créent. Mais si la demande est justifiée de part d'autres personnes dans l'équipe, il faut étudier. Parce que certes, c'est un prix, mais l'aide au quotidien, je vous assure que quand vous avez l'habitude d'avoir cet assistant, on peut faire beaucoup de choses. Et on va voir justement ce que l'IA Copilot peut faire dans les applications. Notamment ici, hop, j'active la petite vidéo. Dans Teams/Outlook, puisqu'on est sur des réunions, notamment Copilot vous offre la possibilité de suivre une réunion sans y être. Donc, vous avez été invité à une réunion, on va dire par principe, ou alors une réunion dans laquelle vous allez avoir 1 minute d'interaction. Vous n'avez pas le temps toujours. Donc, Copilot va suivre la réunion pour vous et vous faire un compte-rendu récapitulatif grâce aux notes qu'il a prises et à la transcription. Et vous pourrez même interroger Copilot sur un sujet spécifique qui aura été abordé dans la réunion ou si vous avez été mentionné. On voit ici, là, il y a des notes qui ont été prises. Ici, vous voyez transcript. En gros, c'est tout ce qui a été dit, a été écrit par Copilot et on va pouvoir faire des recherches. Donc, je pourrais très bien lui demander à quel moment, ou mets-moi sur la partie où on a parlé du client un tel ou un tel. Et il va me positionner ici le curseur directement au bon endroit. Ou alors, est-ce que j'ai été cité dans la réunion? Hop, il va me citer directement et me dire où j'ai été cité et où je dois intervenir. Donc, on peut faire pas mal de choses avec ça, avec Teams, dans les réunions. Hop, passe cette partie. Dans Teams, notamment, dans les conversations, vous allez pouvoir lui demander de résumer la conversation. Admettons, vous avez pris une semaine de vacances, bien vous en fasse, vous revenez, la conversation a bien sûr avancé dans votre équipe, vous voulez avoir un résumé, et bien vous allez pouvoir demander à Copilot de rattraper votre retard, on va dire, sur cette discussion.
Vous allez pouvoir poser des questions pour savoir si tel ou tel sujet a été abordé, si telle ou telle chose a été avancée, etc. Donc encore une fois, en langage naturel, vous allez pouvoir interroger les applications. Ici, notamment Teams. Dans Outlook, c'est assez intéressant puisque vous pouvez demander à Copilot d'ébaucher une réponse par mail. Quelqu'un vous envoie un mail, vous devez écrire une réponse, vous lui demandez de préparer un mail. Et jusque-là, c'était assez, on va dire assez scolaire. Mais aujourd'hui, il y a une fonction qui s'appelle Sounds Like Me et qui va en fait analyser vos précédents emails, apprendre la façon dont vous interagissez avec les personnes dans vos mails et rédiger pour vous un mail dans votre style d'écriture. Toujours dans Outlook, on parlait de vacances, et ben typiquement, vous avez tous probablement vécu ça, vous rentrez de vacances, vous ouvrez votre boîte mail et vous avez un peu envie de la refermer tout de suite puisque vous avez des dizaines de mails qui s'accumulent. Eh bien, avec la fonction Catch-up de Copilot, vous allez pouvoir trier, il va trier vos mails en mettant en avant les mails les plus importants et en les résumant. Résumer un mail, ici par exemple, c'est d'ailleurs une des fonctions de Copilot. Vous recevez un gros mail récap ou un gros mail d'explication, vous allez pouvoir lui demander de le résumer simplement en quelques points clés. Dans les outils de création type Word, PowerPoint, Excel, Copilot va pouvoir vous générer des documents pour vous avec les données que vous allez lui fournir. Donc on peut être évidemment très généraliste, lui disant fais-moi une présentation sur Microsoft 365 sans lui donner plus d'idées, mais l'idée c'est quand même de lui fournir du contenu. Donc je peux lui donner des notes, je lui mets un lien vers mon OneNote que j'ai pris sur le sujet, je peux lui faire un lien vers un dossier contenant des images que je souhaite qu'il inclue dans la présentation. Et l'IA finalement va nous générer une présentation que l'on pourra modifier à souhait par la suite. Donc on va pouvoir lui demander d'être plus visuel, de mettre moins de texte et même potentiellement d'ajouter des animations dans les slides. Vous voyez, moi depuis le début, je mets pas mal d'animations parce que je trouve que c'est plus vivant. Et ben ça, on va pouvoir lui demander à PowerPoint et à Copilot de le faire automatiquement. Et même plus loin, si je lui demande de faire une présentation sur un thème, eh bien, il va pouvoir générer aussi, pour ceux qui ont déjà fait des PowerPoint, vous savez que vous pouvez rajouter des notes en dessous pour vos slides. Eh bien, Copilot peut générer les notes de vos slides directement. On avance avec Excel. Donc Copilot, il peut agir comme un assistant. Alors, vous, comme moi, vous n'êtes peut-être pas un expert en formule Excel. Eh bien, il suffira d'expliquer à Copilot ce que vous voulez faire dans Excel en langage naturel pour qu'il génère la formule correspondante. Donc pareil pour ce qui est la mise en forme des données, le formatage des données. Vous lui expliquez clairement ce que vous voulez et il va pouvoir vous aider, et notamment sur la proposition de la bonne visualisation, sur le bon graphique, etc. Donc, vous pouvez interagir avec vos feuilles Excel et vous allez pouvoir les interroger, typiquement lui dire quelles sont les prévisions à 6 mois, quel est le CA prévisionnel, etc., etc. Dernier petit point de l'IA sur Word, par exemple. Donc ici, vous allez pouvoir lui demander, comme PowerPoint, de créer du contenu, de réécrire des textes, de modifier le format, d'organiser la présentation, d'intégrer des images, etc., etc., etc. On pourra vous fournir éventuellement ces slides-là si vous le souhaitez par la suite. Donc voilà, je suis obligé de me restreindre sur le champ des possibles de Copilot parce que c'est très complet et puis on n'est qu'au début globalement de l'intégration de l'IA dans ces outils-là. Et donc il faut vraiment voir ça comme le nom l'indique, un véritable copilote, un véritable assistant au quotidien pour vous faire gagner du temps. Mais voilà, il n'y a pas que l'IA dans la vie, il y a tout le reste aussi dans Microsoft 365. Et vous le voyez, Microsoft 365, c'est tout de même très fourni en outils. À tel point que on va devoir se concentrer sur certaines d'entre elles, puisqu'on n'a pas le temps de les voir toutes. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes dont je souhaitais vous parler, qui pourraient être intéressantes pour vous au quotidien. La première, c'est Microsoft To Do. To Do, c'est une application de gestion de tâches qui vous permet d'organiser vos listes de choses à faire. Donc vous pouvez créer des tâches, vous pouvez les classer par priorité, les marquer comme terminées et même les partager à quelqu'un si vous le souhaitez. Donc vous l'avez compris, ça remplace le post-it sur le bord de l'écran
Et surtout, il y a une intégration dans les autres outils, notamment dans Outlook. Vous pouvez créer des tâches dans Outlook que vous allez retrouver dans To-Do et inversement. Notamment pour vous rappeler de traiter des emails, d'envoyer des réponses, d'envoyer un fichier, etc. Donc To-Do, c'est votre gestion de tâches au quotidien qui remplace la liste de post-it ou votre carnet de notes. Le deuxième outil très utile, c'est Forms, qui est un outil de création de sondages et de formulaires. Donc vous pouvez l'utiliser pour recueillir des réponses, des opinions, des informations auprès de vos collègues ou auprès de clients. Donc il a une interface qui est vraiment très simple d'utilisation et c'est une application que vous pouvez notamment intégrer dans des équipes Teams, même dans des réunions visio. Dans une visio, vous voulez poser une question aux gens, vous pouvez l'envoyer dans Forms et la publier en temps réel et vous pouvez ensuite la partager. Booking, qui est à la base fait pour ce qu'on appelle les small business, donc les commerçants éventuellement, mais en fait, on peut le détourner très facilement puisque c'est un outil qui est pensé pour simplifier la prise de rendez-vous. Par exemple, vous pouvez faire en sorte de dire tous les jours, de 11 h à midi, c'est un créneau sur lequel je suis disponible et c'est un créneau sur lequel les gens pourront booker ce créneau automatiquement sans avoir à me consulter auparavant. Et donc, ils vont pouvoir prendre rendez-vous avec moi ou prendre rendez-vous avec quelqu'un d'autre directement sans me consulter. Un des plus gros outils dans la gestion d'équipe notamment, c'est un outil de gestion de projet qui s'appelle Planner, qui vous permet donc de gérer des projets et des tâches et qu'on intègre notamment dans les équipes Teams. On l'a vu tout à l'heure dans l'image Teams que je vous ai présentée, ils avaient rajouté l'outil Planner pour créer notamment des tableaux Kanban, c'est-à-dire des choses qui sont à faire, qui sont en cours ou qui sont terminées, dans lesquelles on peut pouvoir attribuer des tâches à des membres de l'équipe et suivre leur progression. Et finalement, son intérêt principal, ça réside dans la collaboration transparente et la visibilité de l'état d'avancement des projets. C'est vraiment un outil de gestion de projet que vous pouvez intégrer. Et puis le petit dernier, ça s'appelle Power Automate, qui est un outil, comme son nom l'indique, d'automatisation des flux de travail. Alors ça veut dire quoi? En gros, vous pouvez créer des tâches, des flux pour automatiser des tâches qui peuvent être répétitives, comme l'envoi d'emails, la mise à jour de données, la création de tâches dans Planner, des demandes d'approbation. Typiquement, chez nous, il y a du Power Automate qui a été mis en place pour que je puisse aller faire ma demande de congé via un outil, un Forms ou un Booking, et automatiquement, il va envoyer un email à mon N+1 pour la validation, qui lui va pouvoir y répondre automatiquement aussi. Donc c'est vraiment un exemple, il y a plein de connecteurs qui existent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut discuter en audit et en analyse avec vous en amont pour voir ce qu'on pourrait automatiser. Donc tous ces outils, ils sont inclus dans votre abonnement et ils demandent finalement qu'à être utilisés. Alors je précise ça parce qu'il arrive régulièrement que des entreprises s'équipent de solutions tierces alors même qu'ils ont l'application adéquate dans leur licence Microsoft 365, ce qui est quand même dommage. Voilà pour la partie productivité. On termine par la partie sécurité. Donc, on l'a évoqué en début de webinaire, mais passer ces données dans le cloud ou faire transiter ces documents en ligne, ça peut faire peur aux entreprises. Surtout quand on entend le nombre de cyberattaques qui ne fait que grandir depuis quelques années. Alors, quelques chiffres ici pour s'en rendre compte et être conscient que ça ne touche pas que les grosses entreprises, puisque au contraire des plus petites, elles ont souvent plus de compétences en interne et voire même une équipe entière dédiée à la sécurité et au réseau. Donc, plus 300% d'attaques de type ransomware qui visaient les PME. C'est énorme. Et une attaque, j'espère que vous n'en avez pas vécu, mais une attaque, ça peut stopper une entreprise pendant un, voire plusieurs jours, voire plus. Et donc, ça coûte très cher, d'une part à l'instant T, mais aussi sur le plus long terme, quand ça s'ébruite au niveau notamment de la réputation de l'entreprise. C'est pour cette raison, finalement, que faire confiance à une entreprise d'infogérance comme Vfleet, ça fait sens, et utiliser des solutions comme Microsoft a un fort intérêt. Quelques autres chiffres ici. 33% des attaques qui visaient des PME, 60% des PME attaquées n'ont pas pu continuer leur activité, etc.
et donc ça coûte très cher. Quelques beaux graphiques ici, simplement pour vous montrer que Microsoft est systématiquement positionné en tant que leader sur tous les marqueurs de sécurité, que ce soit la gestion des accès, le stockage des données, la protection des appareils, etc. Et donc finalement, investir dans Microsoft 365, c'est une décision qui est raisonnable d'un ce point de vue-là. D'autant plus si vous avez des licences Business Premium, puisque comme on l'a vu, ce sont celles qui proposent le plus haut niveau d'outils de gestion et de sécurisation. D'un point de vue donc sécurité, l'objectif de Microsoft, c'est de vous fournir les outils pour contrôler et sécuriser principalement 4 choses. La première, il faut sécuriser les identités. On veut être sûr que la personne qui souhaite accéder aux données de l'entreprise soit bien celle qu'elle prétend être. Pour ça, l'outil principal va être ce qu'on a déjà mentionné, le MFA pour authentification multifacteur. Donc ça, c'est simplement un mécanisme de sécurité qui exige que les utilisateurs fournissent plusieurs formes d'identification pour accéder à leur compte. Alors généralement, ça inclut quelque chose que l'utilisateur connaît, son mot de passe, et quelque chose qu'il possède, notamment son téléphone portable, sur lequel il va recevoir un code ou éventuellement mettre son empreinte pour valider ses accès. Et là, vous voyez que simplement en mettant en place du MFA, on stoppe 99% des attaques d'identité et d'usurpation d'identité. On parlait d'accès, et bien justement, vous pouvez définir un ensemble de règles d'accès aux comptes et aux données de l'entreprise. Comme par exemple l'emplacement. Est-ce normal que Marie essaie de se connecter depuis Hong Kong alors qu'elle n'est pas en vacances et qu'elle est dans le bureau en face de moi? Évidemment, non. Donc, la règle, c'est si quelqu'un essaie de se connecter à partir d'un pays étranger, on bloque. Autre exemple, les appareils. La tentative de connexion se fait à partir d'un MacBook alors qu'on ne fournit que des PC à nos employés. Ce n'est pas normal, on bloque l'accès. Éventuellement, l'heure. Marie essaie de se connecter à 3 heures du matin. Alors certes, elle est très investie dans son travail, mais est-ce que c'est normal? À ce moment-là, on va lui demander la règle, ça va être double authentification. Elle essaie de se connecter, l'heure est un peu bizarre, je vais lui demander d'utiliser le MFA pour valider sa connexion. Pourquoi pas une insomnie, l'envie de travailler sur un PowerPoint à 3 heures du matin, sait-on jamais. Donc pour les identités et les accès, ça se passe avec ce qu'on appelle Microsoft Entra ID, qui est le nouveau nom de Azure Active Directory pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Le troisième outil qu'on souhaite contrôler et sécuriser, ce sont les données de l'entreprise, évidemment. Pour les data, on a déjà évoqué le chiffrement des données lorsqu'on fait un transfert et du stockage, que ce soit sur Teams, sur SharePoint ou sur OneDrive. On y rajoute notamment le chiffrement des emails et la classification et la gouvernance des données. On rajoute à ça aussi ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire la conformité, pour s'assurer que les données sont utilisées conformément à la politique de l'entreprise. Et ça se passe avec un outil qui s'appelle aujourd'hui Purview et qui s'appelle anciennement Azure Information Protection. Vous allez potentiellement retrouver les 2 noms à droite ou à gauche, donc je précise cela. Et puis le dernier point qu'on souhaite contrôler dans l'entreprise, ce sont les devices, les appareils. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle Microsoft Intune, avec lequel vous allez pouvoir administrer votre flotte de devices et ceux de vos collaborateurs. Quand je parle de ceux de vos collaborateurs, je parle des devices personnels. Si vous acceptez, par exemple, qu'ils utilisent leurs appareils perso pour accéder aux données de l'entreprise. Donc là-dedans, vous pouvez séparer les applications personnelles des applications pro. Avoir vraiment 2 entités différentes sur le téléphone. Vous pourrez déployer avec Intune facilement à distance l'installation des mises à jour, des nouvelles applications, des fonctionnalités, et vous pouvez même effacer les données à distance, localiser les appareils, voire transformer l'appareil en brique inutilisable si jamais il se fait voler, par exemple, ou s'il est perdu. Donc, la gestion de parc sera justement à l'honneur lors d'un prochain webinar de cette année, je crois en octobre, sur le sujet directement. C'est exact, monsieur Audran.
Toc. Le dernier point, donc ça, je l'ai précisé, c'est avec Intune. Et l'autre sujet, c'est Defender. Defender qui est ce qui va protéger un peu l'ensemble de tout ça, puisque c'est, on va dire, l'antivirus principal de Microsoft, qui a finalement un spectre qui est assez large, notamment la détection de l'IA, enfin grâce à l'IA, une détection multicouche, la gestion des menaces et des vulnérabilités, donc avec notamment de la déduction et de la découverte en temps réel. Il a une fonction grâce à l'IA de réduction de la surface d'attaque, c'est-à-dire que l'IA va pouvoir contrôler l'avancée, on va dire, du virus, si jamais il est déjà arrivé, et le restreindre à des espaces dans les appareils. Une protection antivirus en temps réel, et notamment la sécurisation des emails. Typiquement, un email arrive avec une pièce jointe, eh bien, l'outil va pouvoir ouvrir le mail dans ce qu'on appelle une sandbox, dans un endroit sécurisé, pour voir l'effet de cette pièce jointe sur l'environnement. Et si c'est sécure, eh ben, il vous y donne accès. Donc là, globalement, avec tout ça, eh ben, vous êtes paré pour gérer la sécurité de vos collaborateurs, de vos données et de vos appareils. Donc voilà, on a globalement fait le tour de Microsoft 365, qui, je vous rappelle, donc, est une suite d'applications qui est extrêmement complète et fonctionnelle, et qui finalement, comme le logo Microsoft, se concentre autour de 4 grands thèmes qu'on a vus: la collaboration, la productivité, l'accessibilité et la sécurité. Donc finalement, ces 4, on va dire, leitmotivs vont vous permettre de répondre aux enjeux qu'on a listés en introduction et vous permettre de répondre aux besoins de flexibilité dont toute entreprise a besoin, sans multiplier les éditeurs de logiciels. Et donc la grande force de Microsoft 365, eh ben, ça réside justement dans l'interopérabilité de toutes ces applications et son accès facilité et sécurisé aux gens, aux données, aux ressources et désormais à l'intelligence artificielle. Et donc, comme le titre du webinaire le disait, finalement, avec M365, eh bien, vous réinventez bien votre façon de travailler. Je termine en vous rappelant que VFleet peut vous accompagner sur la définition de vos besoins par rapport à vos usages, à l'accompagnement et à l'intégration et au déploiement de ces outils-là, et bien sûr à la formation de vos équipes et à leur montée en compétences sur ces nouvelles solutions, et bien sûr à la gestion de votre système d'information de par notre spécialité d'infogérance.